Ce soir, dans le choix du Journal Afrique, nous vous proposons un document exclusif au Soudan. Vous le savez, le pays est en guerre depuis plus de 2 ans et subit, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. À El Fasher, la capitale du Darfour Nord, tombée le 26 octobre aux mains des paramilitaires d'FSR, des témoins évoquent des massacres, des viols ethniques ou encore des viols. Certains ont trouvé refuge au Tchad, à Tiné, où notre correspondante a recueilli leur récit glaçant d'une spirale d'atrocités. Reportage Nadia Ben Mafouda. Des visages figés, des regards vides et des souvenirs encore vifs de l'horreur vécue à El Fasher. Raouda Adam Yahya est originaire de la capitale du Nord Darfour. Elle raconte difficilement son quotidien dans une ville assiégée pendant près de 2 ans. El Fasher est une boucherie collective. Nos proches sont morts, une partie a disparu, l'autre a été tuée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que les nôtres sont devenus. On a des enfants seuls, sans famille. Ils ont soif, ils n'ont rien à manger. On est parti comme ça, sans rien. Raouda n'arrive pas à continuer. Son récit est interrompu par ses larmes. Salwa Mohamed Abdallah habitait dans le sud d'El Fasher, dans le quartier Al-Thawra. Pour se protéger, elle préfère parler à visage caché. C'était les semaines et les jours les plus durs de ma vie. On a vécu des choses horribles. Les bombardements, les drones, les FSR s'introduisant dans nos maisons effondrées, pillées. Ils ne nous ont rien laissé. Ils rentraient chez nous et disaient « Cette maison est à nous, vous ne pouvez pas rester ». Le laboratoire de recherche humanitaire de Yale aux États-Unis travaille sur des analyses satellites. Les recherches menées coïncident avec les témoignages recueillis. La ville a été affamée, assiégée par de l'artillerie et des drones, entourée d'un rempart de terre que l'on appelle la digue ou la zone de la mort. Les forces de soutien rapide ont commis d'immenses atrocités à El Fasher. L'armée soudanaise a tenté d'attaquer les FSR par des bombardements dans l'est de la ville durant le siège. Et les civils ont été pris en étau. La faim, la soif, la violence et la mort à chaque coin de rue ont poussé des dizaines de milliers de Soudanais sur la route de l'exil. Parmi eux, Salha Omar Abdallah est arrivée à Tiné. Elle a fui El Fasher par le nord de la ville. On est sorti par la partie nord de la ville. El Fasher était encerclé. On est passé par les tranchées, remplies de cadavres. Certains étaient laissés là comme ça, d'autres étaient brûlés. Les tranchées étaient longues, très longues. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces tranchées? Des cadavres, il y avait des corps et l'odeur, il y avait une mauvaise odeur. Selon les images satellites, ces tranchées, creusées le long d'un rempart de terre, font environ 3 mètres de haut et 60 km de long. Pour les chercheurs de l'université de Yale, ce sont des tombes à ciel ouvert. Nous pouvions voir des objets ressemblant à des corps sur le talus, dans les tranchées. Ils étaient disposés en sardines, côte à côte. Nous avons également vu des corps à l'entrée des tranchées, près des véhicules militaires correspondant à ceux des FSR. Nous voyons ensuite des signes indiquant du feu, un sol brûlé et de la fumée. Cela correspond aux corps dans ces tranchées près du mur, en train de brûler. À Tiné, dans le site de transit, on retrouve à nouveau Salwa Mohamed Abdallah. Après l'horreur d'El Fasher, la jeune femme de 35 ans dit avoir vécu dans la peur de mourir sur la route vers le Tchad. Ils posent toutes sortes de questions. Si tu dis que tu es Zahrawa, ils te torturent, ils ne te laissent pas monter dans leur voiture. Si tu dis le nom de n'importe quelle autre ethnie, ils te laissent passer. Si tu dis que tu es Zahrawa, ils ne te laissent pas quitter la ville. Ils peuvent même te ramener à El Fasher pour te mettre dans leur prison où ils torturent et où ils éliminent les gens. Dans le nord du Darfour, les témoignages recueillis font état d'un ciblage systématique de l'ethnie Zahrawa et plus généralement des ethnies non arabes comme les Massalites, victimes des FSR durant les premières années du conflit dans le sud du Darfour. Et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Soudan, nous recevons Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et directeur au laboratoire CITERS à l'Université de Tours et spécialiste du Soudan. Marc Lavergne, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, après la chute d'El Fasher, très concrètement, où en est la guerre au Soudan ?
La guerre évolue, elle se poursuit. Aujourd'hui, le Darfour a été pris par les forces de soutien rapide. Donc l'armée s'est recomposée. Les forces de soutien rapide qui assiégeaient la ville depuis plus d'1 an sont maintenant libérées pour attaquer d'autres villes. Donc la guerre s'est déplacée à Baba Noussa, c'est-à-dire beaucoup plus près de la capitale Khartoum, dans l'état du Kordofan. Et là encore, on a une garnison militaire de l'armée soudanaise qui est assiégée par ces forces de soutien rapide qui font tomber une par une toutes ces garnisons de l'armée. Alors on vient d'entendre les témoignages des rescapés d'El Fasher. Ils évoquent des massacres, des violences ethniques, des viols. Selon vous, comment est-ce qu'on doit analyser tout cela? Est-ce une stratégie de terreur locale ou quelque chose de beaucoup plus large destiné à un nettoyage ethnique au Darfour? Je crois qu'il y a un mélange, il y a différentes strates. Il y a effectivement une composante ethnique. Les Arawa sont des gens qui sont plutôt jalousés, je dirais, parce que c'est une ethnie qui était autrefois nomade, qui s'est sédentarisée à cause de la sécheresse. Le président du Tchad est Arawa, donc c'est une ethnie puissante, c'est une ethnie mobile, donc armée, qui aujourd'hui s'est convertie dans le commerce à grande distance. Donc ce sont des gens jalousés, ce sont des gens intéressants à piller, en quelque sorte, de la part des forces de soutien rapide. Donc les forces de soutien rapide prétendent ne pas avoir de composante ethnique, mais en réalité, ce sont des nomades qui sont en voie de sédentarisation, en voie de paupérisation. Et aujourd'hui, ils sont appuyés ou nourris aussi par des jeunes qui viennent de toute l'Afrique, de tout le Sahel. Toute cette jeunesse aujourd'hui qui est désœuvrée, qui n'a pas d'avenir, eh bien, elle cherche des endroits où il y a un conflit et où on peut, disons, piller d'une certaine façon et puis avoir un rôle social en quelque sorte. Donc il y a cette dimension-là. On a parlé des Massali tout à l'heure dans le sujet. Eux, ce sont des paysans qui sont victimes de ces nomades qui sont en proie à la désertification et qui cherchent des endroits où se sédentariser. Donc le Darfour, c'est une composante de tous ces problèmes. Alors les FSR ont annoncé fin novembre une trêve humanitaire de 3 mois. L'armée a refusé ce plan de cessez-le-feu. Que révèle ce décalage en ce qui concerne le véritable rapport de force sur le terrain entre les deux belligérants? Il y a quelque chose qui compte, c'est la représentativité de chaque camp. L'armée est souvent considérée comme plus légitime que les forces de soutien rapide qu'on considère comme des rebelles. Ça n'est pas du tout le cas puisque les deux sont des forces armées qui ont été constituées par l'autorité centrale. Mais il y a ce jeu aujourd'hui des forces de soutien rapide de se montrer capable de gérer un État, de gérer un territoire. Ce qui n'est pas évident du tout puisqu'effectivement, ce sont des gens qui sont au départ mus simplement par l'appât du gain. L'appât du gain, il est valable de deux côtés. Pour l'armée, c'est le pétrole et pour les forces de soutien rapide, c'est l'or. Aujourd'hui, les observateurs parlent de soutien militaire des Émirats au FSR et d'appuis régionaux divers en ce qui concerne l'armée soudanaise. Dans quelle mesure cette guerre est-elle vraiment devenue une guerre par procuration et qui vraiment a la clé du conflit en ce qui concerne l'extérieur, les acteurs extérieurs de ce conflit? Je crois que s'il n'y avait pas de soutien extérieur, la guerre se serait terminée depuis déjà un moment, faute de combattants. C'était faute de moyens financiers pour acheter le matériel qui est nécessaire et les armes et le carburant. Donc l'armée est soutenue par l'Égypte principalement et finalement peut-être un peu par l'Arabie saoudite, alors que les forces de soutien rapide sont soutenues par leurs clients, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, qui achètent l'or. Et puis, on s'aperçoit aussi que les pays riverains du Soudan sont pour la plupart en soutien des forces de soutien rapide, y compris l'Éthiopie d'ailleurs, qui, par opposition systématique à l'Égypte, a rejoint le camp des forces de soutien rapide. Donc ça fait que ces supplétifs ou ex-supplétifs de l'armée sont très puissants. D'un autre côté, ils sont extrêmement mobiles, beaucoup plus que l'armée, même s'ils n'ont pas de logistique, même s'ils n'ont pas d'aviation. Et la guerre se joue finalement avec des armes différentes, mais ça donne une sorte d'équilibre précaire qui ne permet pas d'en voir la fin. Enfin, quel levier concret l'Union africaine ou encore les partenaires extérieurs du Soudan ont-ils pour éviter une nouvelle décennie de guerre, voire une partition du pays? Oui, pour l'instant, la question ne se pose pas tout à fait en ces termes parce que y a une sorte d'équilibre sur le terrain, mais on attend toujours de voir lequel des deux va gagner, va réussir à percer. L'armée espérait prendre le Darfour, visiblement c'est perdu, et aujourd'hui elle est plutôt sur la défensive, mais elle contrôle le Soudan utile. Et puis elle est considérée souvent comme plus légitime que les forces de soutien rapide. Donc on n'est pas dans la perspective de l'après-guerre.
Marc Lavergne, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation au Soudan, pays est-africain qui, je le rappelle, est en guerre depuis plus de 2 ans. Merci à vous.